Bonjour, bienvenue dans Tout est politique sur i24 News. Au menu de votre émission cette semaine, à quelques jours du vote pour les municipales, deux inconnus, l'abstention et la réelle force locale du FN. Une France amère. Michaël Darmon, bonjour. Bonjour, effectivement, donc les Français aux urnes et enfin ils vont parler. À l'étranger, le génie tactique de Poutine, Christian Mallard. Pobeda prišužda sjedza, Gaspadinu, présidentu Putinu. Vous avez tout compris. C'est-à-dire Et le grand vainqueur est Vladimir Poutine. Tout Christian est Mallard dans le politique. texte. Tout est politique, on part tout de suite en Russie. La Crimée a voté son rattachement à la Russie. Le seul suspense dans ce référendum, c'était les réactions de la communauté internationale. Sanctions ou pas sanctions? On regarde tout de suite des éléments de réponse dans le sujet de Johanna Sitruk. Le bras de fer continue entre Kiev et Moscou. Dimanche, le Parlement de Crimée vote à l'unanimité son rattachement à la Russie. Un scrutin qui décide l'Union européenne à imposer des sanctions à Moscou. Je suis content que nous ayons conclu un accord sur ces mesures, sur le gel des avoirs et l'interdiction de voyager. Les États-Unis leur emboîtent le pas et décident eux aussi de punir ceux qui nuisent à la souveraineté de l'Ukraine. Des sanctions plus modestes que prévues, mais d'un côté de l'Atlantique comme de l'autre, les responsables politiques se sont dit prêts à les intensifier si nécessaire. La France pourrait envisager d'annuler la vente de ses navires militaires Mistral. Si Poutine continue comme ce qu'il fait, à ce moment-là, nous pouvons envisager d'annuler ces ventes. Les sanctions doivent toucher tout le monde. Une menace qui n'empêche pas le président russe Vladimir Poutine de signer un accord historique rattachant la Crimée à la Russie avec effet immédiat. Quelques heures seulement avant que le conflit n'entre dans une phase militaire. Christian, Poutine ne cesse de dire « n'ayez pas peur ». Jusqu'où peut-il aller? Oh, écoutez, je crois qu'il va s'arrêter là. Il voulait annexer la Crimée. C'est chose faite, il a obtenu ce qu'il souhaitait. Je crois qu'il faut dire, la raison majeure, c'est que depuis un bout de temps, Poutine ne supporte pas qu'on vienne s'immiscer dans sa sphère d'influence. Dans son fameux discours devant les deux chambres, mardi dernier, que dit-il? Il dit systématiquement, les Russes ont été grugés par l'OTAN chaque fois qu'on a parlé de l'extension de l'OTAN. Il faut quand même être honnête. L'OTAN essaye de s'immiscer de plus en plus dans la sphère d'influence de Poutine. Le bouclier antimissile qu'on a mis en Tchéquie et en Pologne, on voit bien que la partie ouest, on l'a cultivée pour qu'elle se soit rattachée à l'Union européenne. Donc tout ça, c'est la raison majeure pour laquelle Poutine a répondu en annexant la Crimée. Alors vous me direz, quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit en effet, attention danger, c'est la deuxième fois depuis 2008, après l'intervention en Géorgie, que Poutine redessine quelque part les frontières de l'Europe. Et on a le sentiment, c'est ça qui pourrait paraître inquiétant, qu'il voudrait revenir un peu à l'Empire soviétique, qu'il veut le reconstituer. Je dirais que c'est même plus que le sentiment. Évident, ouais. Cette évolution est fondamentale. On est à quelques semaines maintenant d'un scrutin européen pour les élections européennes sur le continent. On voit bien que c'est Poutine qui redéfinit finalement les contours de l'Europe. Ça n'est absolument pas ni la zone euro, ni le Conseil de l'Europe, ni bien évidemment la diplomatie européenne. Et la question se pose, quelles seront vraiment les sanctions réelles? Voilà. Maintenant, alors, quelle sera l'attitude réelle les sanctions, alors ne rêvez pas. Européens. Les sanctions pour l'instant c'est quoi? C'est le gel des avoirs de gens très proches de Poutine, c'est l'interdiction pour certains de voyager. Je pense que ce qui pourrait gêner davantage Poutine, un peu isolé, parce qu'on cherche à l'isoler, on cherche à l'isoler, ça va être le but du sommet de Bruxelles. Et puis, je vous rappelle que la semaine prochaine, Obama a demandé aux partenaires du G7, pas la Russie bien entendu, une réunion à La Haye pour définir une stratégie à venir. Alors, on pourrait peut-être boycotter le G8 qui doit avoir lieu à Sotchi au mois de juin prochain. Mais il n'aura peut-être même pas lieu, en tout cas à Sotchi. Et en même temps, le boycott, qu'est-ce que ça va faire à part des articles dans les journaux et des gestes il a obtenu ce qu'il voulait. D'autant plus que Poutine, il a aussi des leviers. Il a les robinets du gaz. Il a le gaz. Donc, 40% du gaz à l'Europe vient de la Russie. Alors, il y a la question de l'armement. Il y a la question on l'a vu, des porte-hélicoptères Mistral. Est-ce qu'on peut annuler ces ventes? Oui, on peut les annuler. Ah oui. On sera avec quel cas social?
Un gouvernement français va prendre la décision dans la situation économique de la France de dire... Donc je voudrais ajouter, et alors, par honnêteté historique... Poutine, on a l'impression qu'il a un réel mépris vis-à-vis des Européens. Est-ce que la reculade de la Syrie... pas que des Européens, vis-à-vis d'Obama et puis ça des risque Européens. La conséquence aujourd'hui de cette annexion de la Crimée, il y a plusieurs conséquences. Il y a les Américains qui voulaient se tourner définitivement vers l'Asie, laissant un peu le vieux continent européen de côté, sont obligés de revenir sur le continent européen. Mais en même temps, en effet, vous avez raison, ce qui risque de compliquer l'avenir, c'est tous les dossiers sensibles du moment où Poutine est impliqué, c'est-à-dire la Syrie, le désarmement chimique, le problème nucléaire iranien. Il risque, s'il le veut, quand il le veut, de compliquer tout ça. Donc ce n'est pas de bonne guerre. Je terminerai quand même. Il faut être honnête. On n'a pas à soutenir Poutine. Il veut refaire l'Empire soviétique. Je pense que ce que disait Michael tout à l'heure est juste. Mais en même temps, quand il s'en prend aux Occidentaux en leur disant « Dites donc, vous avez provoqué le référendum des Albanais du Kosovo pour les extirper de la Serbie. C'est vous. Vous êtes intervenu un peu illégalement en Libye. C'est vous. Il n'a malheureusement pas tort. Surtout, les Occidentaux ont été des grands donneurs de leçons et Poutine veut leur renvoyer le missile, si je puis dire. On voit qu'effectivement, il y a une mauvaise lecture, en tout cas une lecture erronée de la part des Européens et des Occidentaux sur d'abord la configuration d'un empire, sur un rapport effectivement de Poutine aux sanctions et puis sur, une fois de plus, révélateur de l'impuissance européenne. Vous savez, c'est Henry Kissinger qui disait « L'Europe, donnez-moi son numéro de téléphone ». Avec Poutine, il a dit « ils n'ont même pas de téléphone ». Il n'y a même pas le téléphone rouge. Tout est politique. On part tout de suite en France pour les élections municipales. À quelques jours du premier tour des municipales, c'est la première fois que la visibilité sur un scrutin n'aura été aussi floue, que ce soit à droite comme à gauche. Chacun y croit. On regarde. Actuellement, la gauche détient 55% des villes de plus de 9000 habitants. Nous, 45% à l'UMP et à l'UDI. Donc l'idée, c'est tout simplement que nous reprenions la majorité, car alors, comme nous avons plutôt la majorité sur les villes de moins de 9000 habitants, ça voudra dire alors que la France est redevenue bleue. D'abord, notre objectif, c'est de conserver ces villes qui, majoritairement, ont été conquises par la gauche lors des précédents scrutins, celui de 2008, mais aussi déjà celui de 2001. Voilà, ils sont effectivement chacun confiants, Mickaël, mais c'est quoi les enjeux Les enjeux, effectivement, c'est de voir dans quelle mesure, pour le gouvernement, le moment de ces élections intermédiaires, qui est toujours un mauvais moment quand on est à la majorité, sera jugulé. Alors, vous avez eu hier, par exemple, vous avez eu au Conseil des ministres, François Hollande, lors du dernier Conseil des ministres, avant donc, les élections, qui a fait une déclaration politique en fin de Conseil en disant en 2008, la gauche avait gagné tellement de municipalités que là, il faut s'attendre peut-être un peu à un reflux. Mais il y a une dynamique électorale de deuxième tour. Il y a toujours une dynamique électorale de deuxième tour, a ajouté François Hollande. Et c'est là qu'il aura le sursaut. En clair, ça veut dire qu'il entérine un peu déjà l'idée que le premier tour ne soit pas forcément très bon, avec de l'abstention de la part des électeurs de gauche. On qui risque sont un peu... Mais ça va pas être le parti de France numéro 1, l'abstention, avec 35-40%. Mais c'est justement ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qui réussit à mobiliser le plus les abstentionnistes. C'est ça, finalement, le travail. On voit bien que, également, quand on entend le président de l'UMP qui, lui, dit on est quand même très important, la ligne que l'on fixe, c'est les villes de moins de 9000 habitants, là où on est très présent. Déjà, on voit qu'il fixe déjà la barre un peu plus bas. L'UMP va être victime des affaires. Ils ne sont pas très gourmands quand on on ne parle pas des grandes villes. Il ne parle pas des grandes villes. Il parle de ces villes-là. Donc, pour pouvoir... Mais est-ce qu'ils ne vont pas être victimes des affaires? C'est un peu la question. On a le sentiment que dans les dernières études, avant le vote, les Français privilégient d'abord les dimensions locales, les enjeux locaux, on va dire la localisation d'enjeux nationaux comme la fiscalité et la sécurité. Et puis après, qu'en fonction de la lecture qu'il y aura au soir du premier tour, là, il y aura très certainement cette fameuse dynamique politique électorale qui pourra changer la donne. Alors vous parliez de sécurité, justement. La sécurité, c'est un des thèmes du Front National, un des thèmes récurrents. Quelle est la force réelle du Front National dans ces élections? Eh bien, tout simplement, c'est de continuer sa poussée et son ancrage et son entrée dans les conseils municipaux. Il va y avoir, bien sûr, certainement... Il y a 22 000 candidats. Voilà, c'est ça, il y a 22 000 candidats. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a quand même, alors qu'il y a 35 000 communes, il n'y a que 500 listes. Alors on va beaucoup regarder les villes qui vont peut-être basculer au Front National. Edam-Bourbon dans le Nord, c'est la première. Fréjus, 4e ville du Var, qui pourrait passer aux mains du Front National. Des villes dans le Sud comme Tarascon, comme Gordes, comme Saint-Gilles. Bon, ça, Forbach avec Florent Philippot. On va regarder ces spots médiatiques. Mais
ils ne sont présents que sur 500 alors, listes, justement. 35 000 communes. Je termine, c'est intéressant. Bien La sûr. question, que va faire l'électorat Front National dans les villes où il n'est pas représenté en liste? C'est ça qui est intéressant. Alors, Quelles est-ce que finalement- vont être les consignes de vote? Quelles seront où les consignes de vote et quelles seront peut-être les attitudes déjà. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui inquiète le gouvernement, puisque grande Jean-Marc Ayrault interrogation. parce que Jean-Marc Alors, une Ayrault a question. fait appel justement chez nos confrères de Radio J en disant il faut absolument qu'il y ait un sursaut républicain et éviter qu'il y ait des mairies Front National donc lors de ce Une scrutin. question, si les résultats ne sont pas aussi bons que ceux escomptés par l'UMP, enfin la droite en général, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des alliances UMP avec le Front National? Eh bien, au c'est tout deuxième tour? l'enjeu. C'est la raison pour laquelle Jean-Marc Ayrault, par exemple, a fait son appel en disant notamment à l'UMP, je m'adresse à l'UMP, ne faites pas en sorte qu'il y ait des villes Front National, parce que c'est une manière de montrer qu'il y a la tentation dans certaines régions, localement, de faire des fusions. Et c'est ça les événements auxquels on va assister au soir du premier tour. Mais sans consigne Ce de seront parti, les sans consigne fusions, des sans partis. consigne de parti, bien évidemment, les fusions, les rapprochements, et qui feront peut-être qu'on assistera à des moments inédits entre l'UMP, le Front, en tout cas la droite et le Front National sur le terrain. On regardera Paris de très très près également, parce qu'il n'est pas impossible qu'il y ait un mouvement. Parfois, en tout cas c'est la Mais menace. Paris va rester à gauche. Paris va Bien rester à sûr, gauche. mais C'est Hidalgo qui a ce qui est gagné. intéressant, c'est que politiquement, le mouvement des dissidents, des listes dissidentes à droite de Nathalie Kosciusko-Morizet pourrait réfléchir également à un appel pour rejoindre donc Anne Hidalgo ou voter pour Anne Hidalgo entre les deux tours. une surprise. En tout cas, c'est serait une une menace. surprise, oui. On verra si cette menace est mise à exécution. Alors, toutes ces élections sont polluées, cette ambiance est polluée par les affaires de Nicolas Sarkozy, qui sont devenues une affaire d'État, avec un nouveau personnage dans cette affaire, c'est Paul Bismuth. C'est la personne dont on a usurpé l'identité. Michael, qui est cet homme? Alors, petit rappel, effectivement, Paul Bismuth, de qui est-il le nom? Il est le nom de Nicolas Sarkozy en réalité. Pourquoi? Parce que Maître Herzog, lorsqu'il Ça a... fait rire Christian Mallard. oui, mais Maître Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, quand dès le début, dès septembre 2012, il pensait qu'il serait écouté, est allé se procurer un deuxième portable avec un nom d'emprunt, et il a pris au hasard dans son souvenir et dans ses carnets, il a pris le nom d'un ancien condisciple donc de sa jeunesse où ils étaient ensemble à l'école, et c'est tombé sur Paul Bismuth. Sauf que Paul Bismuth est quelqu'un de bien vivant, qui existe, qui vit en Israël, qui est qui travaille dans l'immobilier et qui s'est retrouvé tout d'un coup au cœur d'une affaire politico-financière au sommet de l'État français. Et i24 News l'a retrouvé, il a donné son premier témoignage. C'était hier soir, on écoute, on regarde et on écoute surtout. Je me réserve un droit de réponse. Et si mon intégrité dans cette affaire devait être mise en cause, je pense que je réaliserai. Pour cela, j'ai fait appel à un avocat féru de ce genre d'affaires afin de me représenter si le besoin s'en faisait sentir. Ça ne lui plaît pas du tout, manifestement. Pas du tout. Et là encore, on a une version comme ça, un peu plus, comment dirais-je, édulcorée ou tranquille, sereine. Mais il est en fait, en réalité, très en colère. Il a été approché par beaucoup de personnes qui sont venues tenter de le dissuader, d'intervenir, de calmer. Il y réfléchit. On verra. En tout cas, c'est un acte lourd parce que porter plainte, bien, ça reviendrait tout simplement à impliquer l'ancien président français dans une autre affaire. Donc, c'est pas un geste anodin. Mais en tout cas, il fait connaître sa colère. Je me laisse au fond dire que s'il décide de parler, c'est que peut-être c'est aussi la manière de dire que ça n'ira pas au-delà. Et que peut-être la réplique et la riposte médiatique viendra à la place d'une riposte judiciaire. Tout est politique, on passe tout de suite aux images de la semaine. Michael, on reste avec vous. On va partir à Marseille, où Bernard Tapie, le patron de la Provence, se transforme en intervieweur politique. Dans son émission, Bernard Tapie se met à table. Donc oui, on voit moi des j'ai images. voulu vous montrer des extraits de cette émission qui d'abord est assez intéressante parce que effectivement c'est lui-même jouant avec sa propre expérience. Tapie se met à table, donc c'est déjà assez intéressant à regarder. Et c'est au fond le concept d'un dîner filmé avec des interrogations qui ne se veulent pas journalistiques, justement parce que Bernard Tapie pointe en permanence les déficiences de l'interrogation journalistique, et donc à sa manière, il a reçu tous les candidats. Là, il est face à Patrick Menucci, qui a été, vous savez, l'ancien directeur de campagne de Ségolène Royal, et qui en plus a pour également qualité d'être un des principaux grands détracteurs de Bernard Tapie, notamment lorsqu'il a voulu et qu'il a fait racheter la Provence.
on les écoute quand ils évoquent justement le moment où il était proche de Ségolène Royal. C'était sûrement une aventure humaine extraordinaire. Hein. Ah oui, c'était incroyable. C'était incroyable parce que ça c'est 1 an et demi de ma vie à 100% pour Ségolène Royal. Il a l'air d'y croire quand il lui dit ça, Bernard Tapie. Il a l'air surtout de penser qu'il est face à un candidat et qu'il met de côté effectivement ce qu'il pense réellement. Bon, comme quoi, là, tout est également politique, même dans le théâtre de Marseille. Christian, vous, votre image de la semaine, c'est la centrale nucléaire d'Arak. L'Iran qui a déjoué une tentative de sabotage de ce futur réacteur nucléaire. C'est un autre théâtre, le théâtre nucléaire, avec la centrale d'Arak. En effet, pourquoi la centrale d'Arak, tentative de sabotage? C'est parce que c'est la centrale à eau lourde qui produit du plutonium, donc qui peut produire la bombe. La bombe atomique. Donc, et ça se produit au moment où se retrouvent à Vienne, en Autriche, tous les protagonistes de la crise, c'est-à-dire les Iraniens et le camp occidental. Donc, ce n'est pas la première fois que ça se produit. Il y a aussi des virus ordinateurs, vous savez, Stuxnet, où les Américains et les Israéliens avaient été accusés concernant la centrale de Natanz. Donc, on voit bien, il y a la guerre aussi pour le sabotage des centrales nucléaires. Ce n'est pas fini. Merci, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Belle semaine à vous.